Il existe une fatigue dont on parle peu, mais qui agit discrètement sur les esprits et sur les corps. Cette fatigue ne vient pas seulement du travail, du manque de sommeil ou des problèmes personnels, mais d'un climat plus diffus, plus silencieux, comme si le monde exigeait de nous d'être constamment sur le qui-vive, dans l'angoisse et le stress. Dans cet épisode, je voudrais vous proposer une réflexion simple. Et si notre fatigue ne venait pas seulement de ce que nous vivons, mais de ce que nous laissons entrer en nous chaque jour? Nous sommes exposés à des images, des flux d'informations constants qui divisent ou qui menacent. Et à force, ce n'est pas seulement notre esprit qui se fatigue, c'est notre manière de regarder le monde qui finit par se modifier. Peut-être que vous ne vous sentez pas seulement fatigué, peut-être que vous vous sentez saturé. Saturé de ce que vous voyez, par ce que vous entendez, par ce que vous absorbez sans toujours vous en rendre compte, comme si votre esprit n'avait plus vraiment d'endroit pour se reposer. Et c'est justement en observant cela que j'ai eu envie d'écrire ce texte. En observant la manière dont ce monde agit sur nous, pas seulement sur nos pensées, mais aussi sur notre corps, sur notre regard, notre sensibilité, notre façon d'être présent à nous-mêmes comme aux autres. Je ne l'ai pas écrit pour nier les difficultés de l'existence, ni pour faire comme si la souffrance ou l'injustice n'existaient pas. Elles existent bien sûr. Je l'ai écrit comme une invitation à reprendre notre attention. Alors bien sûr, non pas pour fuir ce monde, comme bien des pratiques voudraient nous l'enseigner à tort, mais pour ne pas laisser le monde décider seul de ce qui vit en nous. Parce qu'à force d'être exposé à trop d'images et trop de tensions, une partie de nous peut finir par croire que le monde entier est devenu menaçant. Alors le corps se tend, l'esprit surveille, et le cœur se ferme. Et sans même s'en apercevoir, on ne vit plus tout à fait dans le réel, mais dans une représentation du réel saturée de peur. Ce point est important, parce que ce que nous appelons le monde n'est pas toujours le monde lui-même. C'est souvent le monde tel qu'il nous est montré, filtré, répété, amplifié. Et ce que l'on nous montre le plus souvent, ce n'est pas nécessairement ce qui existe le plus, mais c'est ce qui retient le mieux l'attention. Ce qui choque retient l'attention, comme tout ce qui inquiète. Ce qui donne l'impression qu'il faut réagir immédiatement capte notre esprit avec une force particulière. Peu à peu, notre attention s'habitue alors à chercher ce qui menace, à anticiper ce qui pourrait arriver, à se préparer à la prochaine mauvaise nouvelle. Alors bien sûr, il ne s'agit pas ici de nier la réalité. Il y a de la souffrance, il y a de l'injustice, il y a des conflits. Faire comme si tout allait bien serait une fuite en effet. Mais laisser la peur décider seule de notre rapport au monde en est une autre. Car une chose peut être vraie sans être toute la vérité. Le chaos existe, il n'est pas tout. La peur existe, elle n'est pas toute la réalité. La violence existe, mais elle ne résume pas l'humanité. La vraie question commence peut-être ici. Qu'est-ce que je laisse rentrer en moi chaque jour ? Et qu'est-ce que je nourris parfois sans le vouloir, parce que j'y consacre trop de temps ? Notre attention n'est pas neutre. Ce que nous regardons nous transforme, ce que nous écoutons nous traverse, et ce que nous répétons intérieurement finit par devenir une manière d'habiter le monde. À force de regarder ce qui inquiète, quelque chose en nous se contracte. On ne contemple plus vraiment, on surveille, on ne rencontre plus le monde avec ouverture, mais on se protège. Cette vigilance est bien compréhensible. Le corps cherche à protéger, le mental cherche à prévoir, la conscience cherche à donner du sens. Il n'y a rien d'anormal à cela. Mais lorsque cette vigilance devient notre climat intérieur habituel, quelque chose en nous perd de son espace, quelque chose se referme. C'est là qu'il devient nécessaire de distinguer ce qui nous ouvre de ce qui nous ferme, ce qui nous élève et ce qui nous abaisse, ce qui nous rend plus vivants et ce qui nous contracte. Et c'est dans ce sens que je veux parler ici du beau et du laid. Il est important de préciser une chose. Lorsque je parlerai du laid, je ne parle jamais de l'apparence d'une personne. Je ne parle pas d'un visage, d'un corps, ni d'une différence laissée par l'âge, la maladie ou la vie.
La valeur d'un être humain ne dépend pas de son apparence. Ici, le laid désigne autre chose. Le laid, c'est ce qui abîme notre rapport au monde et aux autres. C'est par exemple la haine, la cruauté, l'humiliation. C'est tout ce qui réduit l'être humain à une cible, à un objet ou à une chose que l'on peut salir. Et le beau, lui, ne désigne pas seulement ce qui plaît aux yeux. Le beau désigne ce qui ouvre, ce qui élève, ce qui relie. Un geste de bonté peut être beau, une parole juste peut être belle, ou simplement une présence sincère. Alors peut-être que la question n'est pas seulement « qu'est-ce que je trouve beau ?», mais plutôt « quelle influence a le beau sur moi et quelle influence a le laid sur moi ? Est-ce qu'il m'ouvre ou est-ce qu'il me ferme ? Est-ce qu'il m'apaise ou est-ce qu'il m'agite ? Ou même, est-ce que cela me rend plus vivant ou est-ce que ça m'éloigne de moi-même ? Posez-vous la question. Parce que ce que nous trouvons beau n'est jamais complètement neutre. Ce que nous appelons beau agit sur notre regard, notre sensibilité, sur notre manière d'habiter le monde. Et peut-être que ce que nous trouvons beau nous indique souvent le monde auquel nous voulons appartenir. Mais il faut peut-être aller encore plus loin. Il y a une différence entre ce que nous trouvons beau spontanément et ce qu'il est réellement. Ce que je trouve beau au premier regard peut être influencé par mon époque, par mes désirs, par mes blessures ou par mon besoin d'être reconnu. Ce beau-là, il est subjectif. Il appartient à mon histoire, à ma culture et à mon regard du moment. Mais il existe un beau plus profond. Un beau qui ne se contente pas de séduire, mais qui élève. Un beau qui ne flatte pas seulement une envie passagère, mais qui rend l'être plus clair, plus libre, plus vivant. Et ce beau-là ne s'impose pas toujours immédiatement. Il ne crie pas forcément plus fort que le reste. Il demande parfois une attention volontaire, un esprit disponible, une forme de discernement intérieur. Car tout ce qui me plaît n'est pas forcément bon pour moi. Et tout ce qui est bon pour moi ne me séduit pas toujours au premier regard. C'est très subtil. Certaines choses nous paraissent belles parce qu'elles brillent, parce qu'elles nous impressionnent, parce qu'elles sont valorisées par l'époque, elles captent notre désir et notre attention. Mais si après les avoir laissées entrer en nous, nous nous sentons plus agités, plus vides, plus comparatifs encore par rapport aux autres ou plus éloignés de nous-mêmes, alors il faut peut-être se poser une question simple. Est-ce que cela fait partie du beau qui me fait du bien ? Ou est-ce que cela ne fait que capter mon attention et me détourner ? À l'inverse, certaines beautés sont plus discrètes. Elles ne cherchent pas à séduire immédiatement. Ça peut être une marche le matin, par exemple, une musique qu'on aime bien, une présence simple, rien de particulier, rien de spectaculaire parfois. Et pourtant, à leur contact, nous nous sentons plus calmes, plus présents, plus proches de nous-mêmes. Elles ne nous excitent pas forcément, plutôt elles nous apaisent. Elles ne captent pas seulement notre attention, elles nous ramènent à quelque chose de plus juste en nous. Ce beau-là n'est pas seulement une préférence, il devient une orientation. Il nous montre ce qui nous construit, ce qui est bon pour nous, ce qui nous apaise, ce qui nous rend plus humains. Et c'est peut-être cela, savoir reconnaître le véritable beau. Non pas seulement identifier ce qui plaît à nos yeux ou à notre désir, mais sentir ce qui élève notre manière d'être au monde. Et ce n'est pas une question de naïveté, ce n'est pas dire je ne veux pas voir ce qui va mal, mais plutôt je refuse que ce qui va mal occupe tout l'espace en moi. Et c'est très différent. Voir le réel ne signifie pas se laisser envahir par lui. Comprendre la violence du monde ne signifie pas devenir soi-même violent ou violenté par celle-ci. Être lucide ne signifie pas être fermé. On peut percevoir une difficulté sans lui donner toute notre âme. Et on peut observer le chaos sans toutefois lui donner toute notre attention. C'est une sorte de résistance intérieure. Ne pas laisser la peur décider seule de ce qui mérite d'être regardé. Ne pas laisser la laideur d'un certain monde contaminer toute notre perception
et ne pas laisser les images les plus sombres devenir notre seule définition du réel. Car ce que j'ai vu du monde n'est pas tout le monde. Ce que l'on me montre souvent n'est pas la totalité de ce qui existe. Il y a de la souffrance, oui, il y a des conflits, oui, mais il y a des êtres qui prennent soin, il y a des gestes qui réparent, des présences calmes, des instants simples qui n'ont rien à prouver. Et ces choses-là sont réelles aussi. Elles font partie du monde, mais elles crient moins fort. Elles ne cherchent pas toujours à capturer notre attention. Elles demandent parfois juste d'être remarquées. C'est là que commence notre responsabilité intérieure. Non pas contrôler le monde, mais choisir, autant que possible, la qualité de présence avec laquelle nous allons le rencontrer. Le monde extérieur n'est jamais complètement séparé de notre monde intérieur. Un esprit saturé par la peur ne regarde pas le monde de la même manière qu'un esprit cultivé dans le calme, la beauté et le discernement. Un monde intérieur envahi par la méfiance finit par voir davantage de menaces. Un monde intérieur nourri par la présence devient plus capable de reconnaître ce qui construit, ce qui apaise et ce qui relie. Et c'est pourquoi il est essentiel de cultiver son monde intérieur, comme on cultive un jardin. On ne choisit pas toujours le temps qu'il va faire, ni même l'orientation du vent, mais on peut choisir ce que l'on plante, ce que l'on arrose et ce que l'on cesse d'alimenter. Si nous laissons entrer chaque jour uniquement la peur, la colère et le chaos, il ne faut pas s'étonner que notre rapport au monde devienne plus lourd. Mais si nous introduisons volontairement du beau, du calme ou de la présence, alors quelque chose en nous devient plus stable. Et cela commence parfois par des choses très simples. Remarquer ce qui nous ferme, remarquer ce qui nous ouvre, reconnaître aussi ce qui nous agite et revenir vers ce qui nous apaise vraiment. Parce qu'il y a des nourritures pour le corps, mais il y a aussi des nourritures pour l'esprit. Une image peut nous alourdir, une parole peut nous fermer. Par contre, une musique, un silence, une beauté simple peuvent nous ramener à nous-mêmes. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle, bien sûr. Il ne s'agit pas de devenir indifférent. Il s'agit de ne plus confondre ouverture et exposition permanente. On peut être informé sans être envahi. On peut appartenir au monde sans appartenir à sa peur. Cette phrase mérite peut-être d'être entendue lentement. Je peux appartenir au monde sans appartenir à sa peur. La peur, elle cherche souvent à s'imposer. Elle parle fort, elle accélère la pensée, elle rétrécit l'espace. Le beau, lui, ne force rien. Il n'oblige pas, il invite. La peur dit « protège-toi ». Le beau murmure « regarde encore ». Il y a encore plus que cela. Et peut-être que nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, de revenir volontairement vers ce qui élève, comme une hygiène de vie intérieure, comme une manière de ne pas nous laisser déformer par ce qui nous entoure. Revenir au beau, ce n'est pas fermer les yeux sur le réel, c'est rouvrir les yeux sur tout le réel, pas seulement sur ce qui fait peur, mais aussi sur ce qui soigne, pas seulement sur ce qui détruit, mais aussi sur ce qui construit. Et peut-être que dans les jours prochains, il y aura cette expérience simple à faire. Demandez-vous, qu'est-ce qui aujourd'hui a attiré mon attention, a pris mon esprit, et percevoir ce que cela a produit en moi. Est-ce que cela m'a ouvert ou est-ce que cela m'a fermé? Et demandez-vous aussi, à quoi ai-je envie d'appartenir intérieurement? Nous ne choisissons pas tout ce qui nous arrive. Nous ne choisissons pas non plus ce qui traverse le monde. Mais nous pouvons progressivement choisir ce que nous nourrissons en nous. Et ce choix, répété jour après jour, devient une forme d'appartenance intérieure. Au fond, reprendre son attention, c'est reprendre une part de sa liberté. Parce qu'un esprit capturé vit sous influence, alors qu'une attention consciente commence à redevenir un espace de choix. Alors peut-être que la vraie sagesse n'est pas de choisir entre lucidité et beauté, peut-être que la vraie sagesse est d'avoir les deux.
la lucidité pour ne pas nier ce qui est difficile, et la beauté pour ne pas oublier ce qui reste vivant. Dans ce monde parfois trop bruyant, trop rapide et trop inquiet, il reste cette possibilité simple, reprendre son attention, la retirer doucement de ce qui la capture inutilement, la ramener vers ce qui respire encore, vers ce qui apaise, vers ce qui construit. Et peut-être qu'à partir de là, les choses vont changer. Pas forcément dans le monde immédiatement, mais dans l'endroit depuis lequel nous le regardons. Et parfois cela suffit à transformer notre manière de vivre la journée. Parce que prendre soin de son attention, ce n'est pas un détail, c'est prendre soin de son monde intérieur. Et prendre soin de son monde intérieur, c'est déjà commencer à transformer la manière dont le monde extérieur nous traverse. Alors prenez soin de votre attention, parce que votre attention est une partie de votre liberté. Alors si cet épisode vous a parlé, si vous connaissez quelqu'un qui traverse cette fatigue du monde moderne, vous pouvez simplement le lui partager. Et si vous souhaitez continuer à recevoir d'autres textes, d'autres méditations, d'autres moments pour apaiser l'esprit, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Soyez attentif à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Prenez soin de vous et je vous souhaite votre beau et votre meilleur.